Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir aussi aux personnes qui nous suivent en visio. Et bonsoir aux personnes ou bonjour aux personnes qui regardent cette diffusion par la chaîne KTO. Je suis heureux de vous accueillir dans la Maison des évêques de France. Vous vous contenterez non pas de l'ensemble des évêques, mais d'un seul. Je suis l'archevêque de Poitiers et je suis le responsable de l'Observatoire Foi et Culture, qui organise cette soirée, comme il organise aussi des colloques de temps à autre. Donc ce soir, nous avons la chance et l'intérêt de réfléchir à la question de l'intelligence artificielle, plus exactement autour du numérique, avec ce titre « Homme augmenté, homme diminué ». Et pour nous entendre de ces sujets, on a la joie, l'intérêt d'accueillir Marc Ouniadi, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain, Laurence de Villers, qui va nous rejoindre dans quelques instants, elle arrive de la Sorbonne, et le père Grégoire Catta, jésuite, qui travaille ici à la Conférence des évêques, et en particulier autour de ces domaines. Pour ma part, je vais vite me taire parce que je n'y connais absolument rien, et donc je vais être heureux d'écouter ce qui va être dit ce soir pour m'enrichir et profiter un peu plus autour de ces sujets qui pourtant, même si je ne les connais pas, nous concernent tous d'une manière ou d'une autre et concernent nos modes de vie les plus ordinaires. Merci Monseigneur, et de nouveau bienvenue pour ce deuxième mardi de l'Observatoire Foi et Culture. Alors donc ces mardis de l'Observatoire Foi et Culture, ça se présente vraiment comme un temps de dialogue avec deux personnalités qualifiées, quoi. Donc Monsieur Ouniadi, Marc Ouniadi, et puis Laurence de Villers qui va nous rejoindre. Et puis moi, je vais leur donner la parole et puis auparavant introduire un petit peu ce sujet qui est au cœur de notre thématique ce soir, le numérique, avec cette question homme augmenté ou homme diminué. L'être humain, que se passe-t-il ? Moi-même, donc, je suis le père Grégoire Catta, directeur du service national Famille et Société dans cette maison, et aussi enseignant en théologie aux facultés jésuites de Paris, au Centre Sèvres. Voilà, je présenterai les deux intervenants un peu davantage, mais il se trouve que dans notre service national Famille et Société, ça fait quelques années que nous nous intéressons à cette question de la révolution numérique et de ses implications et de les regarder un peu de manière large. Donc c'est aussi à ce titre-là que je vais pouvoir vous dire quelques mots en introduction. Je commencerai comme ça. Le numérique est vraiment partout. En quelques décennies, les technologies issues de l'électronique et de l'informatique ont pris une place incontournable dans toutes les dimensions de notre vie. On peut penser aux smartphones, aux ordinateurs, aux GPS dans nos voitures. On peut penser aussi aux services administratifs en ligne, au commerce en ligne, aux médias que l'on consulte en ligne, même au sport, l'e-sport. On peut penser à la communication, la manière dont nous communiquons avec nos proches quand ils sont loin, et parfois aussi quand ils sont très proches, mais qu'on continue à communiquer avec eux, voilà, par d'autres moyens. Les communications de toutes sortes, la circulation de l'information, la circulation aussi des rumeurs, des mensonges, le domaine médical, l'éducation, le journalisme, le domaine militaire, l'économie et la finance, les loisirs, et même le spirituel, le religieux, des noms d'entreprises ou de marques comme Zoom, Teams, Google, Amazon, Apple, Microsoft, plus récemment ChatGPT. Voilà. Les technologies liées au numérique sont partout et bouleversent profondément nos vies, les relations entre nous, nos relations au monde et sans doute aussi notre relation à ce qu'il y a au-delà du monde. Qu'on le veuille ou non, nous sommes concernés. Cela suscite bien des réactions à des degrés divers selon les personnes et les situations, l'enthousiasme, l'espoir, mais aussi des inquiétudes, des peurs, peut-être tout cela en même temps. Alors, pour employer une expression théologique, on peut dire que nous sommes indéniablement face à un signe des temps, un signe marquant notre temps. Et comme croyants, quand on est face à un signe des temps, comme Église, nous ne pouvons pas ne pas nous y pencher pour discerner, pour interpréter, pour orienter nos actions à la lumière de l'Évangile, à la lumière de notre tradition de foi, et toujours en dialogue avec nos frères et sœurs en humanité.
Et c'est sans doute pour cela que les évêques du Conseil Famille et Société, de la Conférence des évêques de France, il y a quelques années, un peu plus de 6 ans, 7 ans, ont demandé qu'une réflexion soit mise en place au sein du service que je dirige actuellement. Et je salue ici Bernard Jarry-Lacombe qui est là et qui a été le pilote depuis tout ce temps-là, avec beaucoup de talent et d'énergie et de compétences, de cette réflexion. Il est avec Thierry Sergent qui travaille aussi avec lui. Et donc plusieurs groupes de travail se sont mis en place, un séminaire ouvert, de manière à pouvoir écouter, faire dialoguer des scientifiques, des juristes, des philosophes, des théologiens, des acteurs variés dans le champ du numérique. Et de ces échanges, il y a différentes choses qui sont nées, mais notamment, il y a maintenant 1 an et demi, ce livre pour un numérique au service du bien commun, chez Odile Jacob. C'est un petit peu la cristallisation de tout ce qui s'est échangé dans le séminaire principal sur la question du numérique. Et je vais y revenir un petit peu pour introduire le sujet de ce soir. Et puis plus récemment, il y a eu un document épiscopat, c'est la revue de la conférence des évêques ici, avenue de Breteuil. C'est sorti au mois d'août, sur chrétiens dans la révolution numérique. Voilà, ce que je souhaiterais pour avancer, après avoir posé de manière très très largement le sujet, mais c'est de partager avec vous quelques fruits des réflexions qui sont dans ce livre, et aussi d'une certaine manière reprises dans le document épiscopat, en soulignant 3 points qui me paraissent à retenir. D'abord, le premier point, c'est de vraiment prendre conscience que le numérique bouscule notre monde, mais il bouscule notre monde de manière systémique. Voilà. On n'a pas simplement affaire à quelque chose de technique qui toucherait à la superficie. Comme je l'ai déjà un peu évoqué, le numérique est partout et les bouleversements qu'il occasionne ne sont pas simplement d'ordre superficiel. Oui, bien sûr, il s'agit d'outils. On pourrait se dire que la question, du coup, puisque ce sont des outils liés au numérique, il s'agit de savoir les utiliser et de bien savoir de quelle manière et en fonction de quel but les utiliser. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a plus que cela. Notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes, aux autres, et même aussi à Dieu, est transformé. Il y a donc des questions techniques et des questions éthiques à se poser, mais il est également nécessaire de s'interroger au niveau anthropologique. Qu'est-ce donc que l'être humain à l'âge du numérique ? Et le titre de la rencontre de ce soir pose bien cette question-là. Et puis s'interroger aussi au niveau philosophique, même au niveau théologique. Et dans le document épiscopat, il y a des pistes de réflexion données par des théologiens pour essayer d'éclairer la question du bouleversement numérique à partir du mystère de l'incarnation, de la doctrine de la création, etc. Pour toucher du doigt cette dimension vraiment systémique, je vous propose de simplement parcourir quelques titres, quelques expressions qui sont dans le livre, et notamment dans la première partie du livre qui s'intitule « Le numérique, une utopie devenue hégémonique ». Voilà, déjà tout un programme. Alors, par exemple, il y a une sous-partie qui dit « L'hégémonie du nouveau capitalisme numérique ». Ben oui, ce qui est en jeu, derrière l'apparence de la liberté et de la gratuité d'accès à des quantités gigantesques d'informations et de ressources, on sait bien que Internet est aussi devenu un véritable système capitalistique. Une autre section du livre a pour titre « Un jaillissement de nouvelles technologies et un nouvel or noir, les data ». Cela renvoie à une thématique dont mon voisin de droite parle souvent, la double finalité des outils numériques. Il y a une finalité visible, qui est toujours de nous rendre un service, par exemple nous donner la météo, nous permettre d'échanger des nouvelles avec nos enfants, nous donner le chemin le plus court, le plus rapide pour aller d'un point A à un point B. Mais il y a toujours aussi une autre finalité derrière ces applications numériques ou ces outils numériques. Une finalité souvent invisibilisée, qui est de collecter des données, du data. Et connecter ces données, précisément, aujourd'hui, on comprend pourquoi, pour alimenter aussi ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Pour, sans rentrer dans les détails, mais juste comprendre aussi comment les choses s'articulent,
on comprend bien que le règlement européen, qui n'est pas très nouveau, qui est mis en place depuis quelques années maintenant, qu'on appelle RGPD, sur l'histoire des données, vous savez, ce qui fait que régulièrement on nous dit, mais est-ce que vous êtes d'accord que vos données, que votre nom et votre adresse mail soient enregistrés pour notre association, je ne sais pas quoi, toutes ces choses qui apparaissent sur nos écrans aussi, est-ce que vous êtes d'accord pour telle chose, ça c'est le règlement RGPD qui demande ça. En fait, le règlement RGPD met le doigt dessus car il oblige à davantage de transparence, même si la transparence n'est pas complète, sur cette collecte des données. Encore une autre expression qui est employée dans le livre, et on est toujours pour faire saisir la dimension systémique, quoi. Le numérique transforme le monde. Pas toujours pour le pire, bien sûr, et pas toujours pour le meilleur non plus. Donc il y a une prise de conscience à avoir. Et décrit dans le livre des choses comme les modes de vie, les liens sociaux. On pourrait penser à ce qu'aurait été le confinement sans les ressources de la visioconférence et sans les ressources des échanges par visio. Ce que permet WhatsApp aussi pour entretenir les liens familiaux. Combien il y en a dans la salle qui ont un groupe WhatsApp qui les met en relation avec leurs enfants, leurs petits-enfants ou leurs parents. Voilà. Mais voilà, après, je ne développe pas, mais on sait aussi qu'il y a d'autres aspects qui posent davantage question aussi. La vie politique. Est-ce que les outils numériques, à quoi servent-ils ? À la surveillance, au contrôle ? On pense à ce qui se passe dans un pays, dans un continent comme la Chine. Le lieu d'une manipulation aussi, le numérique. Mais aussi, on sait qu'il y a des outils numériques qui permettent d'avancer, qui ont permis à certains moments d'avancer du côté de l'exercice, d'un exercice démocratique. On a vu le rôle qu'ils ont joué il y a une dizaine d'années pour les printemps arabes. Bon. On voit aussi comment ça se passe dans les régimes dictatoriaux, à quel point on sait mettre le frein immédiatement à Internet. C'est bien parce qu'il y a là un outil de résistance possible. Alors, on pourrait évoquer le travail, l'économie des plateformes, comment tout ça modifie le travail, le management. La question de la santé, on a un groupe de travail spécifique sur l'e-santé. La cyberguerre, la cyberdéfense, le religieux. Voilà. Donc premier grand point à retenir, le numérique bouleverse notre monde de manière systémique. Deuxième point qui est abordé aussi dans le livre, c'est que du coup il faut s'interroger, le numérique contribue-t-il au bien commun ? À ce bien dont on dit dans la tradition de pensée de l'Église, le bien du nous tous, qui nous oblige à aller toujours davantage à intégrer tout le monde dans quelque chose qui nous est donné et pas simplement faire une somme d'intérêts individuels. C'est la question centrale du livre, qui évidemment, à laquelle on ne peut pas apporter une réponse univoque et définitive à ce stade-là, et peut-être même, certainement même jamais. Mais il y a des questions et des choix à faire. Quelle société désirons-nous ? Là, dans le livre, 3 clés sont données par les auteurs. Il s'agit de prendre en compte l'environnement comme une urgence, la démocratie comme un principe et l'inclusion comme une exigence. Et au travers de ça, ça nous donne des clés quand même pour regarder ce qui se passe avec toute cette révolution numérique. Le numérique peut contribuer à tout cela, mais c'est seulement à condition de ne sacraliser ni l'efficacité ni la puissance que peuvent donner ces outils, et au contraire de s'armer pour des discernements éthiques. Et puis peut-être troisième point à retenir du livre, c'est ce qui est dit un peu en conclusion. La conclusion du livre essaye de tracer un chemin et a cette expression ni technolâtre ni technophobe, mais engagé. Il y a une ligne de crête peut-être à tenir, en tout cas les auteurs, Bernard Jarry-Lacombe et d'autres, nous y invitent. Et pour cela, il suggère de développer une culture du numérique, l'information, la formation, l'éducation, pas l'information, la formation, l'éducation par le numérique, mais sur les outils numériques. La question de résoudre les questions des fractures numériques aussi entre dans ce cadre-là. Deuxième point qui nous donne comme axe de travail, mettre les questions éthiques au cœur de la transformation numérique. Je dirais comme tout progrès technologique, il y a des questions éthiques, mais là, qui sont peut-être redoublées. Notamment, évidemment, et dans notre tradition de foi de l'Église catholique, on y est particulièrement attentif, la question de l'impact sur les plus petits, les plus fragiles, les plus pauvres. Et puis, l'invitation qui est faite aussi à la fin de cet ouvrage, c'est de renforcer les politiques publiques. Si on a compris que la question était systémique, du coup, il va falloir y répondre pas simplement de manière individuelle, mais aussi en agissant sur nos institutions, sur nos structures. Voilà, je m'arrête un peu ici pour cette entrée en matière qui
qui est un peu tous azimuts et qui nous fait saisir quelques enjeux, mais vous voyez, en ouvrant beaucoup plus de questions et en ne répondant à aucune, de manière à pouvoir laisser la parole à nos autres interlocuteurs, à nos autres contributeurs ce soir. Voilà. Je ne sais pas si on va avoir des nouvelles de Laurence, mais elle va peut-être finir par arriver. Mais en tout cas, je vais donner la parole tout de suite à Marc Ouniadi pour une première présentation. Donc, Monseigneur Winzer le disait, hein, vous êtes professeur de philosophie sociale, morale et politique à l'Université catholique de Louvain. Vous avez fait vos études à Genève, Paris, Francfort, notamment auprès de Jürgen Habermas. Mais vous êtes aussi professeur à l'Institut Mines Télécom de Paris, et puis membre d'un certain nombre de comités d'éthique, comité éthique Orange en France, et puis membre du comité éthique commun de 4 instituts de recherche français de recherche publique, l'INRAE, CIRAD, IFREMER et IRD. Et vous avez publié, alors juste ce mois de septembre, mais je ne l'ai pas encore sous les yeux, un livre chez RS, Faire confiance à la confiance. Il s'agit d'une synthèse destinée au grand public de la théorie de la confiance que, en fait, vous aviez déjà exposée en 2020 dans « Au début est la confiance ». Et puis, en mars dernier, vous aviez publié ce livre que j'ai là, « Le second âge de l'individu pour une nouvelle émancipation ». Et dans ce livre, vous explorez les nouvelles voies pour sortir des impasses dans lesquelles nous ont enfermés l'individualisme moderne et son éthique des droits. Et vous y reprenez, notamment dans un chapitre sur la question du numérique, vous y reprenez un certain nombre de réflexions sur l'emprise du numérique sur nos existences, des réflexions que vous aviez développées par ailleurs dans de précédents ouvrages. Et je mentionne un article un peu plus ancien, mais au titre très évocateur et qui rejoint bien notre question de ce soir, un article que vous aviez intitulé « Conditions de l'homme numérique ». Voilà, en reprenant la terminologie d'Hannah Arendt. Mais pour montrer que la réflexion d'Hannah Arendt s'applique bien dans tous les, comme le numérique s'applique dans tous les domaines de la vie, elle s'applique aussi là-dedans, mais que le numérique implique un engagement envers le monde qui va bien au-delà des outils dont parle la philosophe, quoi. Le numérique est un outil d'un nouveau genre, un outil de prolongement, je vous cite, et d'amplification de la vie psychique, en dotant celle-ci de la capacité à atteindre ses buts de la manière la plus pratique possible, qui permet de satisfaire des buts de manière plus commode et plus confortable. Et vous expliquez aussi, on peut dire que le moteur de l'extension du numérique est fondamentalement libidinal, au sens large. Il va dans le sens du désir, il vise l'agrément, et ce, de la manière énergétiquement la plus économique possible. Et du coup, vous terminez, je me souviens dans cet article, l'homme numérique devient l'employé de son bien-être, peut-être même l'esclave de son bien-être. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Comme dit Rousseau, il n'y a pas d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. Donc, telle serait inéluctablement notre condition, d'être employé ou esclave de notre bien-être. Voilà. Comment cette compréhension, cette manière de comprendre plus philosophique les choses, peut-elle, de ce qui se joue finalement dans le numérique, peut-elle nous aider à envisager d'autres voies? Voilà. Donc, je vous laisse la parole avec votre manière à vous d'aborder cette question générale du bouleversement numérique et de ses implications sur les êtres humains. Merci Grégoire de cette généreuse introduction. Merci Monseigneur de l'invitation qui me donne l'occasion de parler devant vous aujourd'hui. Alors effectivement, vous avez dit une chose qui m'a beaucoup touché, frappé, c'est vous avez parlé de cette expression « signe des temps ». C'est comme ça que j'aimerais aborder le numérique, effectivement, comme un signe des temps, et plus particulièrement comme un signe de l'individualisme moderne. Et c'est ce dont j'aimerais vous entretenir rapidement aujourd'hui, en m'interrogeant sur la question de savoir dans quelle mesure le numérique et l'intelligence artificielle contribuent à, je dirais, l'érosion, sinon la mort, mais en tout cas l'érosion des sociétés du contrat social. Et dans quelle mesure, simultanément, le numérique et l'intelligence artificielle participent à la mise en place d'une société tout à fait inédite que nous voyons se déployer sous nos yeux. Je parle de l'érosion du contrat social. Le contrat social est une dimension absolument
essentiel, au fond, de notre vie politique, je dirais même de notre symbolique politique. Quel homme ou femme politique ne veut pas refonder le contrat social, rénover le contrat social? Le contrat social est une doctrine, est une théorie, est une vision de la politique qui est née dans le sillage du nominalisme du XIVe siècle, c'est-à-dire que sans entrer ici dans des détails qui seraient fastidieux, les doctrines du contrat social répondent, au fond, à la vision individualiste du monde, qui est née au XIVe siècle, dans la Révolution nominaliste. Par nominaliste, ici, je me contenterai... Au fond, c'est un synonyme, si vous voulez, d'individualiste. Avec une caractéristique particulière de ce nominalisme du XIVe siècle, qui est né très précisément avec des philosophes comme Duns Scotus et Guillaume d'Occam. Un individualisme très particulier est né là, c'est celui qui a instauré le règne de la volonté individuelle. À partir de ce moment, donc du XIVe siècle, on a considéré, ces philosophes ont considéré, et c'est cette idée qui s'est transmise de siècle en siècle jusqu'à aujourd'hui, que, au fond, la faculté suprême de l'esprit humain, c'était la volonté. Et que la raison lui était, en quelque sorte, assujettie, puisque la volonté posant des buts, tel le Dieu Tout-Puissant, c'est un motif théologique à l'origine, mais je ne peux pas entrer dans ces détails ici, mais, n'est-ce pas, le Dieu Tout-Puissant pose souverainement ses buts, au point que Occam dit que Dieu aurait pu faire un monde complètement différent, un monde où les objets tombent vers le haut, etc. Donc c'est la pure contingence du monde issue de la volonté divine. Bon, cette volonté divine, qui est l'expression même de la toute-puissance divine, a été, comment dirais-je, transposée à l'esprit humain, et on a fait de la volonté posant ses buts, de la volonté souveraine, donc la faculté suprême. Et encore aujourd'hui, si vous voulez, c'est ce qui fait qu'effectivement, tous les jours, on nous demande notre consentement à des tas de choses que nous ne comprenons pas forcément. Il faut consentir, c'est-à-dire que... Parce que l'idée, c'est que si notre volonté consent à quelque chose, alors on est moralement quitte avec cette chose. Le fait que notre volonté acquiesce à quelque chose fait que cette chose devient légitime. Bon. Donc, au fond, l'individualisme moderne est un individualisme de la volonté souveraine, et la volonté est la faculté moderne par excellence, puisque c'est à travers la volonté que s'exprime l'individu qui pose librement ses buts, qui peut accomplir ses buts, faire ce qu'il veut. Si vous demandez aux gens aujourd'hui c'est quoi la liberté, la première chose qu'ils vont dire spontanément, c'est faire ce que je veux. Ce que je veux, la volonté. N'est-ce pas? Cette idée d'une volonté qui pose ses buts. Or, les philosophes politiques se sont rendus compte très tôt que ça posait un problème politique considérable. Parce que si on part de l'individu qui pose souverainement ses buts, si c'est ça l'unité fondamentale de la politique, et non plus, par exemple, comme chez Aristote, la relation. Chez Aristote, ce qui est premier, ce n'est pas du tout l'individu, qui n'existe pas en tant que tel, mais c'est la relation chez Aristote. Donc cette idée moderne de l'individu a posé ce problème politique de dire, bon, si on a des individus qui chacun pose souverainement et librement ses buts, comment est-ce qu'on fait de l'ordre social avec ça? Comment est-ce qu'on peut faire tenir ensemble des individus dont la volonté part dans tous les sens, en quelque sorte, comme des boules de billard sur une table? Réponse qu'ont apporté les philosophes à cette question: il y a de l'ordre social par contrat social. C'est-à-dire que des individus libres, dotés d'une volonté, peuvent faire de l'ordre social s'ils s'accordent volontairement à faire une association, à constituer une association qui va tenir ensemble. Donc c'est une association volontaire qui tient ensemble par le pacte social, le contrat social. Nous connaissons tout cela chez Rousseau, etc. Voilà la réponse, voilà la conception moderne, si vous voulez, de la politique qui répond à cet individualisme né au XIVe siècle et qui s'est peu à peu développé à travers l'histoire. Rousseau, le grand théoricien du contrat social,
avait théorisé quelque chose d'extraordinairement intéressant par rapport à cela. Il s'était rendu compte que, au fond, si des individus qui cherchent toujours leur avantage, parce qu'au fond, c'est ça la souveraineté de la volonté, je fais ce que je veux pour mon bien, je me préoccupe de mon bien. Si des individus sont toujours préoccupés par leur propre avantage, que ces individus font un pacte, ben comment peut-on être sûr, en fait, que si leurs intérêts ne changent pas, ils ne vont pas rompre ce pacte? N'est-ce pas? Il y a dans la volonté individuelle, dans l'intérêt particulier, il y a quelque chose de très contingent qui fait qui fragilise à la base l'ordre social. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer non seulement qu'ils font un pacte social, mais qu'ils restent ensemble. Rousseau, se posant cette question, avait trouvé une solution. Il avait dit il faut une volonté générale. Mais attention, parce que là-dessus, il y a beaucoup de contresens. La volonté générale, ce n'est pas la volonté de tous. La volonté générale, ce n'est même pas la volonté majoritaire. La volonté générale, chez Rousseau, c'est une faculté individuelle que chaque individu porte en lui. Autrement dit, c'est une espèce de couche supplémentaire de la volonté individuelle que Rousseau appelle la volonté générale, justement, qui est cette part de moi-même qui est orientée vers le bien général, qui fait que si je dois voter, par exemple, eh bien, je ne vote pas en fonction de mon intérêt propre, mais en fonction de l'intérêt général. Autrement dit, c'est une faculté qui permet de transcender le simple intérêt individuel. Pour Rousseau, cette faculté était absolument nécessaire pour garantir le ciment, si vous voulez, de l'ordre social. D'accord ? Il avait vu cela, et c'est comme ça donc qu'il l'a théorisé, c'est-à-dire qu'il faut dépasser le simple, si vous voulez, l'atomisme des individus, vous voyez, et l'égoïsme, au fond, on pourrait dire, des individus. Il faut le dépasser, il faut que chacun puisse le dépasser pour faire de l'ordre social. Ce qui permet de le dépasser, c'est cette volonté générale que nous avons en nous qui permet en chacun de nous de transcender ses propres intérêts. Une pensée très profonde de Rousseau. Mais qui s'est peu à peu, elle aussi, si vous voulez, qui a été peu à peu oubliée. Je dirais que ce sens de la transcendance dont Rousseau percevait donc la nécessité, au fond, c'est, comment dirais-je, a perdu de sa vigueur. D'une manière générale, j'aimerais dire une chose importante pour comprendre la suite et le statut de ce que je vais dire, c'est que ce nominalisme individualiste de la volonté, au départ, à partir du XIVe siècle, puis comme il s'est développé ensuite, à travers les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme sont purement individualistes, sont purement nominalistes, à travers l'économie de marché, à travers le libéralisme politique, le libéralisme économique, à travers la science, etc. Donc le nominalisme a une importance absolument fondamentale dans notre civilisation. Certains historiens de la pensée pensent même que c'est la seule vraie grande révolution, parce que c'est elle qui a tout bouleversé, c'est elle qui fonde l'ordre moderne. Au départ, cet individualisme nominaliste a été extraordinairement émancipateur pour l'individu. Il s'agissait effectivement de s'émanciper des ordres traditionnels, des hiérarchies pesantes, des traditions aliénantes, etc. Il fallait libérer tout cela, et l'individualisme nominaliste a eu cette force émancipatrice. Rousseau est encore dans cette énergie émancipatrice en théorisant le contrat social. La Révolution française, nominaliste, philosophiquement nominaliste aussi, puisqu'elle intronise le règne des individus égaux, de chaque individu libre et égal, comme vous le savez. Donc cette révolution nominaliste la Révolution française porte cette énergie nominaliste, vous voyez, de l'émancipation. Ce que je pense néanmoins, c'est que cette force, cette énergie émancipatrice dont témoignait encore Rousseau, s'est, au fil du temps, jusqu'à aujourd'hui, peu à peu émoussée. Je dirais qu'elle s'est émoussée sous l'effet de deux phénomènes majeurs. Premièrement, c'est que les droits individuels, qui sont, vous avez bien compris, une émanation nominaliste, les droits individuels, les droits de l'homme, les droits individuels ont été, au fil des siècles,
en tout cas au fil des générations, pourrait-on dire, constitutionnalisé. C'est-à-dire que tous les préambules de nos constitutions, des constitutions des États modernes, font référence aux droits de l'homme comme à une évidence et comme quelque chose que l'État, au fond, dont l'État doit être garant. Donc ça veut dire que, bon, il n'y a plus besoin de lutter, en fait. Hein. Il n'y a plus besoin de cette énergie individualiste, vous voyez, pour lutter pour ses droits, puisqu'en fait, ils sont garantis constitutionnellement. Ça a un peu, au fond, émoussé, je dirais, la vigueur de l'individu nominaliste qui cherche son émancipation. La deuxième chose, le deuxième phénomène qui a lui-même émoussé cette vigueur des origines, c'est le capitalisme. Le capitalisme du bien-être, le capitalisme industriel d'abord, puis enfin celui qu'on a connu au XXe siècle, etc., qui nous a inondé, qui a inondé en fait la société de biens très facilement accessibles finalement à tout le monde, et a au fond développé une espèce de culture du bien-être, au fond qui a fait que les gens se sont un peu repliés sur leur confort personnel. Tout ça a émoussé ce sens de la transcendance qui animait l'individualisme de départ. Une chose d'ailleurs que Tocqueville, par exemple, diagnostiquait déjà, ce repli individualiste dans une démocratie du bien-être. Tocqueville, au XIXe siècle, déjà l'avait bien vu, bien anticipé, bien diagnostiqué aux États-Unis. Le numérique a extraordinairement, je dirais, renforcer et accélérer cette, je dirais, poussée libidinale de l'individu. Je reprends le mot. Par libidinal, je veux dire, effectivement, qui recherche sa satisfaction, son confort. Vous voyez, c'est plus une énergie poussée par un sens de la transcendance pour conquérir des droits, s'émanciper contre les ordres aliénants. C'est une espèce de repli libidinal sur soi. On cherche le confort, on cherche le bien-être. Les États ont garanti le bien-être avec les États sociaux que l'on connaît. Tout ça est, si vous voulez, est allé dans le sens d'une perte progressive du sens de la transcendance. C'est-à-dire que chacun, au fond, s'est replié sur soi. Et avec le numérique, on peut dire que chacun s'est replié en quelque sorte dans son cockpit, sur son cockpit numérique, ce dont nous avons eu une image très réelle pendant le confinement, où on était tous claquemurés dans nos appartements et derrière nos écrans, gérant nos existences à travers les écrans, etc. Donc, perte du sens de la transcendance, poussée de l'individu libidinal, replié sur lui-même. Je crois que le numérique, vous y avez fait allusion dans ce que vous disiez en introduction, que le numérique a comme technique des caractéristiques spécifiques qui confortent, et je dirais même amplifient la libidinalité de l'esprit humain, je dirais, qui n'est pas la libidinalité de la chair, de Saint Paul. Non, c'est une espèce de libidinalité de l'esprit humain qui, effectivement, l'esprit humain est ainsi fait que, si vous voulez, il va vers le plus commode, vers le plus pratique. Vous avez eu une citation tout à fait pertinente dans mes livres antérieurs, voilà, qui fait que, oui, on va au plus pratique. Et l'aspect le plus séduisant, si vous voulez, du numérique pour nous autres utilisateurs du numérique, c'est le fait que c'est tellement pratique. Tout est à disposition, très vite, c'est intuitif, on comprend. Voilà, quand on dit d'un dispositif qu'il est pratique, il est intuitif, on veut bien dire ça. On veut dire que, en fait, c'est très facile, c'est commode. Il y a une espèce de principe de commodité qui gouverne tout ça, qui fait qu'on l'utilise très volontiers. Et le numérique est ainsi fait qu'il satisfait ce principe de commodité, qu'il satisfait cette libidinalité spontanée de l'esprit, et je dirais même qu'il s'adresse à nous, le système numérique en tant que tel, s'adresse à nous comme à des êtres libidinaux, pas comme à des êtres capables de jugement et de réflexion, etc. Non, le système numérique veut qu'on clique le plus vite possible, qu'on aille le plus vite possible, qu'on atteigne le plus vite possible nos buts, ce qui est le rêve
de l'individu nominaliste. Rappelez-vous, l'individu nominaliste, sa spécificité, c'est de poser lui-même ses propres buts et de les exécuter. Le numérique réussit cette performance, au fond, de satisfaire, de caresser le sujet libidinal dans le sens du poil, en lui permettant d'exécuter ses buts le plus vite possible. Ça peut être des buts matériels, on peut s'acheter une paire de chaussures à 4 heures du matin, mais on peut aussi avoir des buts élevés, chercher des œuvres d'art, peu importe, des références scientifiques, philosophiques, ce que vous voulez. Mais tout ça est rendu possible par le numérique. Tout est rendu accessible. C'est une forme de... C'est ça, vous voyez, c'est une libidinalité au sens très large. Conséquence de cela, et j'approuve tout à fait ce que vous avez dit sur les conséquences, sur le niveau anthropologique auquel il faut situer cette discussion. Conséquence de cela, chacun a si vous voulez, être encouragé à devenir le fonctionnaire de son propre bien-être. C'est-à-dire qu'on est encouragé à rester dans notre bulle, à gérer notre bien-être avec un retournement tout à fait extraordinaire qui fait que l'individu, l'utilisateur du numérique, l'individu, attend du système numérique qu'il satisfasse les fonctions que lui, l'individu, assigne au système. Vous voyez, c'est un retournement extraordinaire. Dans une vision classique de ce qu'on appelle le fonctionnalisme. Dans une vision classique, c'est un système, par exemple une organisation, par exemple une entreprise, n'est-ce pas, qui, décide qui fait quoi. Division du travail, il y a des postes à remplir, tac, c'est le système qui vous assigne une place dans le système. D'accord ? C'est comme ça que, globalement, la société marchait. C'est-à-dire qu'on avait tous une place par rapport à une fonction qu'on pouvait occuper dans le système. Avec le numérique, il y a une espèce de retournement de ce fonctionnalisme. Retournement tout à fait spectaculaire, qui fait que c'est plus le système qui nous assigne une place, c'est pas le système numérique qui nous assigne une place, c'est nous, en tant qu'utilisateurs, qui attendons du système qu'il remplisse la fonction que nous attendons de lui. Si vous êtes sportif, vous attendez du système qu'il vous fournisse des données sportives, qu'il mesure vos performances et celles des autres, qu'il vous compare, qu'il fasse des statistiques, etc. Si vous êtes philatéliste, vous attendez du système qui vous donne les références, etc. etc. Oui, tout le monde attend du système qu'il satisfasse ses propres besoins. C'est une espèce de fonctionnalisme inversé. Ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, en réalité, qui passe inaperçu. Vous voyez, c'est une évolution à bas bruit, mais radicale. Ou, encore une fois, qui permet techniquement que chacun devienne le fonctionnaire de son propre bien-être. Et je pense qu'il y a vraiment eu un basculement social, si vous voulez, au moment, et ce moment, c'était il y a une vingtaine d'années, pas avant, au moment où le système numérique a réussi à se greffer sur nos comportements. Il s'est greffé sur nos comportements. À partir du moment, et ce moment n'était pas au départ d'Internet, c'est une évolution d'Internet qui date de 2001-2002. Et c'est Google qui l'a inventé. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, qui est basé sur le fait que le système numérique, si vous voulez, le système numérique, je ne peux pas l'appeler autrement, en fait, enregistre en permanence et en continu ce que vous faites sur Internet. Et pas seulement les données que vous y mettez consciemment, comme quand vous mettez votre nom ou un mot de passe que vous mettez, ça vous le mettez consciemment, ça vous savez que vous le mettez. Le système enregistre vos comportements inconscients, non conscients. N'est-ce pas ? C'est-à-dire le temps que vous passez sur Internet. Si vous jouez sur Internet, même des jeux de cartes en ligne, eh bien, le système enregistre si vous êtes un joueur nerveux, habile, patient, impatient, etc. Tout ça, ce sont des données très importantes, des données comportementales qui permettent au système
via les algorithmes et via le traitement de ces données, c'est les big data, c'est ça qu'on appelle les big data, qui permet au système d'avoir des informations tout à fait inouïes sur chacun d'entre nous, sur chaque utilisateur. Et donc, c'est ça qui les intéresse, c'est de créer le profil de l'utilisateur, d'accord, avec toutes ces données comportementales. À partir du moment où le système numérique a été capable de faire ça, et à partir du moment où, en fait, il s'est nourri de ça, parce que en fait, c'est comme ça que ça marche. Actuellement, c'est comme ça que ça marche. Eh bien, vous voyez, le système s'est greffé sur nous. Le système s'est greffé sur nous. Parce que si les applications que nous utilisons tous marchent si bien, c'est parce qu'elles pompent en permanence ces données. Donc, c'est cette double finalité, vous avez fait allusion. C'est-à-dire, vous voyez, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une application, vous avez une finalité. L'utilisateur a une finalité. Vous voulez faire quelque chose avec cette application. Vous voulez, par exemple, aller de A à B grâce au GPS. Vous voulez trouver les lignes de métro qui vous mènent d'un endroit à l'autre à Paris. C'est ça que vous voulez faire. C'est votre finalité. C'est la finalité de l'utilisateur. Mais le dispositif numérique est en même temps traversé, et je dirais indissociablement traversé, structurellement, c'est une structure d'outils, par une autre finalité, qui n'est pas la vôtre, qui est celle du système. Système qui vous instrumentalise à son tour, n'est-ce pas? Qui pompe vos données pour en faire autre chose, que vous ignorez. C'est la finalité du système. Et c'est comme ça que marche le système. Et j'insiste pour dire que cette double finalité est indissociable. D'accord? Donc, en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est des outils tout à fait... Voilà. En cela aussi, ces outils marquent une rupture, si vous voulez, dans l'histoire de la technique, donc dans l'histoire de l'humanité, en ce que, pour la première fois dans l'histoire de la technique, on fabrique des outils qui ne sont pas faits pour l'usage qu'on en fait. Qui ne sont pas faits pour l'usage qu'on en fait. Bon. C'est cette structure en double finalité qui permet au système de se greffer sur nous. D'accord? Et du coup, nous sommes pris dans cette espèce d'immense toile d'araignée. Et c'est ça qui crée une société absolument inédite sous nos yeux. Cette société inédite, elle se caractérise par le fait que nous avons affaire désormais, c'est la tendance qui se dessine, nous avons affaire désormais à une communauté d'individus, vous et moi, les utilisateurs, strictement individualisés, des individus nominalistes, dotés de leur volonté, qui veulent exécuter leur volonté, qui utilisent le système pour exécuter leur volonté, etc. Donc, une communauté d'individus nominalistes, intégrés, donc ça veut dire reliés, cimentés, si vous voulez, non pas par le contrat social, non pas par le sens de la transcendance cher à Rousseau, mais par la technique. Une communauté d'individus nominalistes intégrés par la technique. Voilà la nouvelle forme de société, la société tout à fait inédite qui se profile sous nos yeux. L'intelligence artificielle participe absolument de cette espèce d'immense roue de hamster ou de cette immense toile d'araignée, appelez-la comme vous voulez, où nous sommes inévitablement les rouages d'une immense machine sociale qui dessine au fond l'horizon d'une société automatique, puisque en fait c'est la technique qui pilote cette société, qui utilise en fait la liberté nominaliste des individus à son propre profit pour alimenter le système. Je vous en donne un exemple concret. C'est ce type de société, cette société absolument inédite. Donc, c'est bien ce que je voulais vous montrer, c'est que d'un côté, les sociétés du contrat social s'érodent et se met en place sous nos yeux une société tout à fait inédite. Cette société inédite, c'est cette société d'individus nominalistes, individualisés, souverains dans leur volonté, intégrés par la technique. Et je pense que cette société-là, elle est par exemple préfigurée par nos modes de consommation, par les nouveaux modes de consommation culturels. Les plateformes, par exemple, de musique, Spotify, Netflix pour les films, etc. Parce que là, on a affaire à une communauté d'individus, la communauté des abonnés à Netflix, la communauté des abonnés à Spotify,
qui sont des individus tous différents, qui ont des goûts extrêmement personnalisés, si vous voulez, que Netflix ou Spotify scrutent en permanence, et auxquels la plateforme est capable de présenter le contenu le plus séduisant pour lui, avec des contenus tout à fait personnalisés. C'est toujours le plus séduisant pour vous qui vous est présenté. Tous ces individus auxquels s'adresse par exemple Netflix perpétuent, en étant sur Netflix, si vous voulez, en ayant cet abonnement sur Netflix, en regardant les films, en consommant ces films, tous ces individus perpétuent leur acte de consommation. Et nourrissent par conséquent le capitalisme de surveillance, nourrissent ce que j'expliquais tout à l'heure, la finalité du système, qui est celle de vous connaître, pas vous personnellement, mais de connaître votre profil. Et par conséquent, à chaque fois qu'on regarde un film sur Netflix, on favorise l'extension du système technique. Donc, vous voyez, tous les individus perpétuent le même acte de consommation, encouragent l'extension et alimentent en fait l'extension du système numérique, alors même qu'ils ont tous des goûts très différents. Il y a une personnalisation de la consommation, mais en fait, en même temps, une universalisation de cette même consommation permise par ces plateformes techniques. Voilà un exemple, vous voyez, voilà ce qui préfigure, en quelque sorte une métaphore, mais une métaphore réelle, d'une société d'individus nominalistes intégrés par la technique, qui n'a donc plus besoin du sens de la transcendance, si vous voulez, puisque je n'ai besoin que d'avoir mes goûts personnels, d'exprimer mes goûts personnels, et puis le système satisfait mes goûts personnels. Vous comprenez ? Parce que la volonté générale de Rousseau est totalement oubliée. On n'en a plus besoin, puisque la communauté est en fait intégrée, non pas par un pacte social, mais par la technique qui est capable de satisfaire les goûts de chacun des individus. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on en sort ? Voilà, c'est ça le problème. Comme vous l'avez dit, vous avez eu la gentillesse de parler de mon livre, Le second âge de l'individu. Il est en fait consacré à cette question de comment est-ce qu'on sort de tout ça. Je vais être rapide, bien que ce soit une question naturellement compliquée. Je pense qu'il y a, si vous voulez, il y a trois choses qu'il faut distinguer. D'abord, un niveau, je dirais, individuel, qui est celui de l'éducation. Je pense que l'éducation est quelque chose d'absolument fondamental. Mais par éducation, je n'entends pas simplement l'éducation scolaire, c'est pas ce que je veux dire. Je veux parler de la Bildung allemande, c'est-à-dire de tout ce qui forme l'esprit. Et notamment, une chose essentielle dans la formation de l'esprit, c'est de savoir comment on s'adresse à cet esprit. Vous voyez, comme j'ai essayé de vous le montrer très ou trop rapidement, le numérique s'adresse à nous comme à des êtres libidinaux. C'est ça qui le fait fonctionner, n'est-ce pas ? Notre désir est traité de manière naturaliste par le système. C'est-à-dire qu'un désir s'exprime et paf, le système veut le satisfaire. D'accord ? Il n'est jamais question d'éduquer le désir, de différer le désir, de sublimer le désir, de transformer. Pas du tout. Votre désir s'exprime, paf, il faut le satisfaire. D'accord ? Donc le système traite nos désirs sur un mode naturaliste. Et donc, tout ce système que j'ai décrit, cette intégration par la technique, cette intégration des individus nominalistes par la technique, traite le désir comme un pur fait, simplement qu'il faut satisfaire. Il n'y a aucune transcendance là-dedans. C'est pourquoi j'appelle l'éducation, cette formation de l'esprit, cette manière de s'adresser aux autres, qui rétablit le sens de la transcendance. Par sens de la transcendance, je n'entends pas ici la transcendance divine, la grande transcendance, mais une transcendance de tous les jours, celle qui nous fait sortir de notre cockpit. Si vous voulez, pour en donner un exemple concret, je trouve que les cours d'empathie qui sont maintenant à l'ordre du jour dans les écoles françaises sont un apprentissage de la transcendance.
C'est très important d'apprendre, et ma foi, on est dans une situation culturelle telle qu'il faut l'apprendre, c'est plus naturel, mais d'apprendre à prendre le point de vue de quelqu'un d'autre, de savoir ce que c'est que d'écouter le point de vue de quelqu'un d'autre, de l'épouser, de se mettre à sa place, etc. Bon, il faut l'apprendre, on peut regretter qu'il faille désormais l'apprendre, voilà, mais voilà, c'est une chose, c'est un sens de la, vous voyez, c'est un apprentissage du sens de la transcendance, parce qu'on sort de soi. Vous comprenez? Et donc, voilà ce que j'appelle l'éducation, au sens large. Et je pense alors qu'il y a des mesures très concrètes à prendre. Vous voyez qu'on pourrait faire des choses très concrètes dans l'éducation, même des enfants, et même à l'école. Je ne parle pas que de l'éducation scolaire, mais même à l'école. On pourrait leur faire, par exemple, beaucoup plus d'exercices d'admiration. Ça me semble une fonction essentielle, en particulier des jeunes esprits, d'admirer des grandes figures, d'admirer... Voilà, parce que c'est une sortie de soi. Vous voyez, voilà, il faut leur faire écouter du Mozart en classe. Une fois, non, c'est pas, on n'a pas besoin vous voyez, montrer ce que Mozart composait à leur âge. Vous voyez, Mozart a composé sa 25e symphonie à 17 ans. C'est une symphonie extraordinaire. Ça démarre comme un morceau de rock. Je ne vais pas vous la chanter maintenant, mais vous regarderez sur Spotify. 25e symphonie, ça démarre. Ça ne peut que... Les jeunes ne peuvent être que saisis par ça. Bon, c'est un exemple que je donne, vous voyez, mais pour dire que ça passe par des choses concrètes. Cet apprentissage du sens de la transcendance passe par des choses concrètes. Donc, il y a ce niveau éducationnel qui me semble très important. Un des problèmes de l'éducation étant qu'il faut éduquer les éducateurs. Bon, c'est un problème. Hein, c'est un problème, mais enfin, voilà. On pose le problème, c'est un problème qui n'est pas insoluble, qui est difficile, mais qui n'est pas insoluble. Donc, premier niveau, le niveau de l'éducation. Deuxième niveau, on a un problème institutionnel. En tout cas, dans le monde occidental, on a un problème institutionnel. Ce problème institutionnel, c'est que nos institutions politiques ne sont pas équipées pour affronter le type de problème que pose la question numérique. À partir du moment où on dit que le numérique influence l'esprit humain, qu'il a des conséquences anthropologiques, etc., une fois qu'on a dit ça, ok, on a fait un diagnostic, mais on ne peut que constater le fait que nos institutions ne sont pas équipées pour répondre à ça. Pourquoi ? Parce que nos institutions, les constitutions de nos États modernes, sont toutes architecturées, je dirais, autour des droits individuels, de la défense des droits et libertés individuelles. Voilà. L'Europe fait ça tous les jours. Alors je connais bien la question du numérique dans les institutions européennes, les textes numériques, etc. Tous les textes numériques, tous, et y compris ceux qui viennent sur l'intelligence artificielle, sont axés sur la défense des droits individuels. Bon. Et sur le droit de la concurrence. Bon, ça a des raisons profondes. C'est que notre droit est nominaliste par fondement, je dirais. Et puis il y a une raison plus circonstancielle, c'est que la compétence européenne se réduit à celle de favoriser un marché unique. C'est la seule compétence, en fait, qu'ont véritablement les institutions européennes. Les autres compétences sont toutes étatiques, et donc il n'y a pas de compétence européenne directe. À partir du moment où l'Europe ne peut légiférer qu'en vue de créer un marché unique, c'est leur motto, n'est-ce pas? C'est le marché unique, marché unique, marché unique. Ursula von der Leyen, c'est vraiment son horizon. Eh bien, à partir de ce moment-là, on ne peut défendre les droits que dans le cadre du marché unique, et donc défendre les droits des individus en tant qu'ils sont des acteurs économiques individuels. Alors, il faut que ça soit équitable, il faut qu'il y ait de la concurrence, etc., etc. Donc, c'est bien, le RGPD, si vous voulez, c'est un progrès, mais c'est pas du tout à la hauteur. C'est pas du tout ce qu'on a. Ça ne problème. Vous voyez, le RGPD, par exemple, effectivement, il protège nos données personnelles. Mais il ne nous protège pas de l'extraction des données. Il ne met pas du tout en question l'extraction des données. Il met en question juste le fait qu'une fois qu'on a extrait les données, on ne peut pas les vendre à n'importe qui, à votre insu, etc. Il faut consentir et tout. C'est ça, le principe. Or, le niveau de réflexion que nous trouvons par rapport au numérique, par rapport aux impacts du numérique, il va bien au-delà de ces questions-là, de l'équité du marché des données. Vous comprenez? Je pense que les droits individuels et le droit de la concurrence ne sont pas le bon levier
pour réguler le numérique. Donc, nous n'avons pas d'institution. Nous n'avons pas d'institution qui soit à la hauteur des GAFAM. Il faut donc la créer. Il faut donc la créer. Voilà. Ce n'est pas si compliqué. Alors, il y a des rapports de force qui l'empêchent maintenant, etc. Mais ce n'est pas si compliqué. Le président Mitterrand avait créé les comités d'éthique au moment où on avait besoin des comités d'éthique, où le droit était dépassé par les avancées du génie génétique. Il a dit il faut qu'on fasse un conseil de sages pour anticiper le droit, pour donner des conseils, etc. Parce que le droit n'est juste plus en mesure de répondre à ces questions. Ben voilà, il l'a fait. Ça s'est généralisé. Maintenant, il y en a partout dans le monde. On peut faire des institutions. Il faut le vouloir. C'est la volonté qui manque. Mais la possibilité, elle existe. Et en l'occurrence, c'est même nécessaire parce que, comme vous l'avez dit aussi dans votre introduction, vous comprenez, face à l'ampleur des phénomènes que je suis en train de décrire, aucune action individuelle n'est suffisante, n'est significative. Je veux dire, si vous renoncez à votre portable, par exemple, ok, super, c'est de l'héroïsme moral. D'accord ? Mais vous voyez bien que ça ne change strictement rien au système. Donc il faut une réponse politique, il faut une réponse collective. Et il faut donc une action collective. Or, organiser l'action collective, c'est ce qu'on appelle une institution. C'est ce dont est en charge une institution. Donc une institution est absolument nécessaire. Donc éducation, institution. Et la troisième chose, c'est que je propose dans le livre, et je le propose par d'autres voies aussi plus politiques, je propose que, étant donné la situation, étant donné l'emprise que les GAFAM, les entreprises lucratives, ont sur non seulement notre monde social, etc., mais sur nos esprits, et sur l'esprit de nos jeunes, eh bien, je propose qu'on déclare l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité, comme on l'a fait pour les fonds marins. On a été capable de le faire pour les fonds marins, eh bien faisons-le pour l'esprit humain. Nous sommes dans une situation où en fait des entreprises privées à but strictement lucratif privatisent l'esprit humain. Ils s'emparent des données, ils les monétisent et ensuite ils les utilisent au fond contre nous. C'est pour nous, naturellement, c'est pour notre confort, mais en réalité, c'est d'une certaine manière contre nous, puisque c'est contre l'esprit, puisque c'est contre, en fait, tout ça, toute cette immense évolution dans laquelle nous sommes pris, va contre, vous voyez, le sens de la transcendance qui est inhérent à l'esprit humain. L'esprit humain, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est par sortie de lui-même, si vous voulez. Vous comprenez ? Par justement ce sens de la transcendance. C'est ça qui caractérise l'esprit humain. Et par conséquent, cette fonction-là de l'esprit humain, cette capacité-là de l'esprit humain, elle est menacée. Elle est purement et simplement menacée, puisque, vous voyez, on nous enferme, le système vise à nous enfermer, et c'est bien ce qu'on voit, si vous voulez, aussi chez les jeunes et tout ça, dans ces comment dirais-je, cet usage absolument effréné et irréfléchi, n'est-ce pas, et addictif, évidemment. C'est addictif parce que c'est libidinal. Parce que si ce n'était pas libidinal, on ne pourrait pas être addictif, on ne pourrait pas être addict, vous comprenez ? Donc, tout ça nous enferme l'esprit, l'empêche de respirer. Il faut que l'esprit humain respire, il faut qu'on lui permette ça, il faut par conséquent protéger l'esprit humain et donc le déclarer patrimoine commun de l'humanité, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous voyez, je vous donne encore un exemple, puisque Madame de Villers n'est pas là, j'en profite. ChatGPT, ça nous ramène très directement à l'actualité. Vous voyez, ce qui est scandaleux dans ChatGPT, ce n'est pas du tout la technologie ou quoi que ce soit, elle est au contraire extraordinaire, elle est stupéfiante. Effectivement, cette technologie, en plus, elle s'améliore vraiment très très vite. J'ai moi-même eu l'occasion de vérifier.
les différences des réponses qu'on m'a données il y a 6 mois et puis aujourd'hui, c'est stupéfiant. Donc on peut être admiratif aussi d'une certaine manière. Ce n'est pas de l'intelligence. Hein. Alors ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas entrer là-dedans maintenant. Ce n'est pas de l'intelligence, mais bon, c'est une performance tout à fait extraordinaire. Le scandale de ChatGPT, c'est pas du tout... Donc, lié, ce n'est pas du tout lié à ses performances techniques ou à quoi que ce soit. C'est lié au fait que nous l'avons subi sur le mode du fait accompli, que le monde entier a été pris de court et que un jour de décembre 2022, c'était 3 semaines avant Noël, la planète entière a été envahie par cette application, n'est-ce pas, sans qu'on ait été averti, sans qu'on ait pu y réfléchir, etc. C'est ça qui est scandaleux, c'est que c'est le marché qui a fait loi. Une entreprise privée a décidé de mettre ça sur le marché sans réfléchir aux conséquences, y compris des conséquences plus concrètes sur les emplois, etc., sur les travaux, les étudiants. On ne sait plus comment faire avec les étudiants. Leur donner des travaux à la maison, ça ne sert plus à rien, puisque ChatGPT le fait effectivement très bien dans la plupart des cas, etc. Donc voilà, tout le monde a été pris de panique, vous voyez, parce qu'on a été mis devant le fait accompli. C'est tout à fait inouï, cette affaire. Pour la moindre molécule pharmaceutique, on fait des tests. Il y a 4 phases de tests. Ça prend des années. Ça coûte très cher à l'entreprise. Il faut homologuer cela. Il faut qu'une entreprise d'État, qu'un organisme d'État valide la chose, etc. On ne mettrait jamais une molécule comme ça sur le marché sans tous ces tests préalables. Vous voyez, parce qu'on part du principe qu'une molécule, ça peut être dangereux pour le corps. Mais on ne s'est jamais dit qu'une application, ça peut être dangereux pour l'esprit. Donc ça ne va pas. Donc c'est là aussi que l'institution, vous voyez, dont je parlais, doit jouer. Il faut une institution qui homologue les choses, qui se donne les conditions de réfléchir aux conditions de mise sur le marché d'une application comme ChatGPT. Ce sont des technologies de l'esprit. Ce sont des technologies de l'esprit, et bien il faut protéger l'esprit, et il faut donc le déclarer patrimoine commun de l'humanité. Voilà, je vous remercie. Merci.